Bonjour à tous, il est donc 14 heures, donc on va commencer, comme ça on commence bien à l'heure. Je vous remercie tous d'être présents à ce dernier webinaire de ce premier cycle qu'on organise dans le cadre du Green Deal Achat Circulaire, qui aujourd'hui parlera notamment du financement de l'économie de la fonctionnalité et qui s'élargira ensuite aux outils de la région Wallonne par rapport au financement de l'économie circulaire. Donc, ma collègue Aurélie et moi animerons aujourd'hui ce webinaire. Donc, Aurélie sera en charge de gérer vos questions que vous pourrez poser dans le chat. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir tout d'abord Gilles Méchart et Hilde Janssens d'Econocom. Hilde est en charge de la direction du marketing et de la communication chez Econocom et elle joue un rôle actif dans plusieurs associations en lien avec l'économie circulaire telles que Agoria, Vlaanderen Circulaire et Febelfin. Et Gilles, lui, est en charge du business development chez Econocom. Ensuite, nous aurons Logan Morel, qui est conseiller au pôle environnement de l'asso Alfin, qui nous présentera donc les outils de l'asso Alfin en lien avec l'économie circulaire. Et Francine Turc, qui est un investment manager à la SRIW et qui est donc aussi en charge de la thématique économie circulaire à la SRIW, qui nous présentera les outils de la SRIW en économie circulaire. Et donc, je vous remercie tous pour votre présence. Et donc, je vous rappelle donc, de bien couper votre caméra et votre micro, sinon vous serez sur l'enregistrement. Voilà, merci. Et je vais donc maintenant passer la parole à Gilles et Hilde. Merci beaucoup pour cette invitation. Nous sommes vraiment heureux et heureuses de pouvoir partager nos expériences. Quand on regarde un peu le programme pour aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est en 2 minutes, vous présenter qui est Econocom, pour après vous présenter surtout des cas vécus, des cas signés, des cas implémentés, des cas dans le B2B, dans le B2B2C, dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public, dans le cadre d'appels d'offres. Parce que on a écouté le webinaire il y a 2 jours. Je sais qu'il y avait des demandes de présenter des cas flamands, des cas vécus dans le secteur public. Donc, on pourra répondre à cette question aujourd'hui. Le but, c'est vraiment d'explorer ensemble, de partager ce qu'on appelle nos lessons learned et de donner quelques recommandations. En 2 minutes, qui est Econocom? Donc, on est une société cotée en bourse, une société européenne présente dans 18 pays. Et Econocom conçoit, finance et facilite en fait la transformation digitale d'entreprises et d'organisations publiques. Et on fait ça en combinant des expertises technologiques et financières. Donc, on a des solutions de financement au sein de notre entreprise. Et qui dit financement, là, on parle vraiment de nouveaux modes de consommation du digital, donc dans le cadre de paiement à l'usage, as a service, par exemple. On est un distributeur de matériel, donc on accompagne les entreprises et les organisations avec le conseil du matériel, en passant par le stockage, la maintenance, la reprise de matériel, donc le recyclage, et dans le sens large des équipements digitaux. Une troisième activité, c'est on a des services autour de tout ce qui est modern workplace ou de tout ce qui est l'infrastructure. Donc ça, c'est en gros qui on est, ce qu'on fait avec les zones d'expertise. Quel est le lien entre Econocom et l'économie circulaire? On a pris plusieurs engagements les dernières années. Donc, nous avons été signataires du Green Deal au niveau de la Flandre. C'était une initiative qui avait été lancée en 2017 par le gouvernement flamand. On est également, naturellement, signataire du Green Deal en Wallonie. Et on se positionne comme facilitateur pour réaliser, pour accompagner les entreprises au niveau d'implémentation. Et qui dit économie circulaire dit usage, dit des nouveaux modèles de business qui tournent autour de tout ce qui est as a service. Et grâce à notre expérience dans le financement, on peut proposer des nouveaux modèles de création de revenus avec les acteurs dans des modèles de co-création, dans ce qu'on appelle le as a service. Donc, le but, c'est vraiment de vous présenter quelques cas concrets. Mais avant d'y aller, on veut juste toucher un petit mot par rapport au financement et quelle est la place que le financement prend dans le cadre de l'économie circulaire. Et je sais que c'est un graphe qui a été utilisé avant dans d'autres webinaires et qui revient beaucoup, mais il y a quand même un accent qu'on veut mettre quand on regarde les pourcentages. Donc c'est une étude internationale qui a été menée par The Boston Consulting Group
et qui démontre que dans le cadre de l'économie circulaire, on travaille vraiment autour d'une value cycle. Donc, c'est tous ensemble, les étapes ensemble qui font qu'on va réaliser une économie circulaire. Et quand on regarde les pourcentages, aujourd'hui, la plupart des entreprises sont actives soit dans l'éco-design, soit dans les lignes de production ou au niveau du recyclage et la reprise du matériel. Quand on regarde en bas du graphe, on voit 12%. C'est là que se situe le financement. C'est là qu'on parle de solutions de financement, de as a service, de sharing platform, de leasing. Et on voit que c'est que 12%. Et cette semaine, il y a une étude qui est sortie au niveau de la Flandre, qui en fait donne des chiffres au niveau de la Belgique et qui dit quelles sont les stratégies circulaires aujourd'hui appliquées par des organisations. Et on voit, c'est pareil, les statistiques reconfirment cette tendance, c'est que beaucoup de sociétés, beaucoup d'organismes, beaucoup de gouvernements se situent déjà au niveau de reprise de matériel, utiliser moins d'énergie, extension de durée de vie de matériel, etc. Mais en bas, on voit circular business models, donc tout ce qui tourne autour du as a service. Là, on voit que les entreprises nous s'y mettent encore, n'osent peut-être pas, on n'a pas l'explication dans l'étude. Qu'est-ce qui fait que le as a service a le moindre pourcentage dans toute la liste de qu'est-ce qu'on applique déjà aujourd'hui? Par contre, dans l'étude, on dit aussi que les entreprises et les gouvernements estiment que ça va devenir de plus en plus important. 8 sur 10 ont répondu que ça sera important dans le futur. Je donne maintenant la parole à Gilles qui va vous expliquer le as a service comme principe. Voilà, je pense que vous avez sans doute déjà tous entendu parler de product as a service, de software as a service, de lightning as a service, du flooring as a service par exemple. Bien, attardons-nous quelques instants sur cette notion du as a service et quelles sont ses caractéristiques. Bien, aujourd'hui, si je devais résumer le as a service, c'est partir du fait qu'une société ne vend pas un produit, mais elle met ce produit en tant que service. Elle le propose au client final en tant que service. Et on va passer en fait de la propriété de ce bien à l'utilisation de ce bien. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre aussi de développer de nouveaux modèles circulaires, qu'on compare souvent au modèle linéaire. Je vends mon produit simplement. Ici, on va développer les services autour de ce as a service en tant que tel. Une autre caractéristique qui est importante, et on le voit fréquemment aussi dans les différentes news, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. C'est le fait que certains biens ont une durée de vie limitée en comparaison avec le modèle circulaire, où là, le focus est mis sur une extension justement de cette durée de vie, d'avoir une durée de vie la plus optimale possible et de garantir une deuxième vie à ces biens. Et ce qui est important quand on va développer ces différents projets. Quels sont ces principes du as a service? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait? Je vais prendre pour cela un exemple qui est une société qui veut externaliser sa flotte, donc son parc de smartphones ou bien de PC. Eh bien, le client saura que par mois, il va payer un montant fixe qui va bien évidemment inclure la location du matériel, mais qui va permettre également de pouvoir lier des services à cette location. Que c'est, par exemple, un prospectus pour le client final qui peut choisir son device, on va gérer le stock pour lui, on va le livrer à la maison, par exemple, on va gérer la maintenance, tout ce qui est la prévente, on va prévoir, par exemple, un service desk, le remplacement après 2 ans de ce device, et on va aussi garantir et gérer le recycling pour donner une seconde vie à ce bien-là. Donc en conclusion, le client final saura en fait, pour un prix fixe, mensuel par exemple, qu'est-ce que je vais avoir, c'est-à-dire la location de mon matériel et des services qui peuvent être liés à cela. Une manière de matérialiser ce concept du as a service, c'est le contrat de leasing. Quels sont les avantages du contrat de leasing? Eh bien, c'est une source de financement qui est alternative, puisque le leasing permet de protéger vos liquidités, surtout quand vous lancez un projet et que vous ne devez pas débourser une somme qui peut être importante
au moment du lancement de votre projet. Financement de la valeur d'investissement, bien évidemment, qui peut être un bien, des softwares, des services, qui peut être les trois en même temps. Tout cela va être incorporé dans un contrat de leasing et pour lesquels nous allons financer la valeur globale. Il est possible également d'avoir un taux plus bas pour le premier trimestre pour protéger vos liquidités également. Donc ça veut dire que le premier trimestre sera plus faible au niveau du taux que les mois qui suivront. Autre élément, et c'est une caractéristique extrêmement importante dans le contrat leasing, c'est la valeur résiduelle. C'est-à-dire, quelle est la valeur que mon bien aura après 2 ans. Par exemple, si je reprends mon exemple des smartphones, eh bien, à l'avance, la valeur de mes smartphones seront définies avant que le contrat ne commence, ce qui fait que mes mensualités seront donc réduites et que, deuxièmement, la somme de ces mensualités va être inférieure à la valeur initiale de mon investissement, que ce soit les smartphones plus les services, par exemple. La plupart du temps, nous remarquons dans les différents dossiers que nous gérons que les clients préfèrent une solution hors bilan, donc il n'y a pas d'impact dans le bilan du client, bien dans son compte de résultat, mais pas dans son bilan, qui va permettre de maintenir les lignes de crédit pour d'autres besoins. Imaginez que le client final ait d'autres projets dans les mois à venir, mais ça permet aussi, dans des périodes plus difficiles, de garder les lignes de crédit si nécessaire. Et deuxième élément, la solution hors bilan permet d'améliorer toute une série de ratios, ce qui va permettre et faciliter les contacts et le management entre le client final et ses banques. Voilà. Je pense que le plus parlant, c'est de rentrer dans des cas concrets et de partager avec vous ce qu'on a vécu, ce qu'on a construit comme solution. Le premier, c'est un cas concret autour de mobilier de bureau dans le cadre de as a service. Donc, en fait, on avait travaillé avec un distributeur de mobilier de bureau qui s'appelle Zstar. Et la problématique, elle était la suivante. Donc, le fournisseur était vraiment convaincu d'avoir trouvé une solution circulaire en nettoyant les meubles, en les rénovant après une certaine durée. Ils se sont responsables de la reprise du matériel et ils créent une seconde vie. C'est des bureaux haut de gamme, mais ils nous disaient, après 3-4 ans, 5 ans, on peut reprendre le mobilier et les donner, les vendre ou les mettre plutôt en as a service pour des startups ou pour d'autres cibles. Donc lui, il était vraiment convaincu de sa solution. Il avait MC Square comme un de ses clients et MC Square, c'est un co-location office, hein, donc ils partagent leur bureau pour un prix par mois. Et eux, ils disaient, on aime bien les meubles, ils sont vraiment très attractifs, mais on a un souci, on n'a pas budgété et donc les investissements sont trop élevés. Et donc, les deux avaient un problème et un souci. Ils sont venus nous voir et on a travaillé en co-création pour trouver la solution. Et je veux juste vous présenter les défis d'une formule de as a service. Donc, la solution, c'était trouver la formule as a service. Et donc, pour Bureau international pour Zstar, de évoluer d'un modèle de vente directe, vers un modèle de as a service. Mais dans ce cadre-là, qu'est-ce qui bloque ou quels sont les défis pour un fournisseur, un distributeur, quelqu'un qui veut offrir ça? Et je pense que c'est important de partager parce qu'il y a quand même quelques malentendus et quelques défis qui ne sont pas vraiment des défis. Donc, première chose, c'est que dans un modèle de vente, le fournisseur va réaliser son chiffre d'affaires immédiatement. Tandis que dans le cadre d'un as a service, les fournisseurs ne perçoivent pas le paiement en une fois. C'est étalé dans le temps, donc on travaille avec des mensualités, ce qui veut dire qu'il y a un impact négatif sur le PNL. Donc ça, c'est déjà un élément qui est important. Un deuxième élément, c'est que, et c'est là qu'on a un effet bilantaire, les modèles doivent être comptabilisés à l'actif du bilan. Parce que quelqu'un qui met dans le marché un modèle de as a service reste propriétaire. Et
Et ça, c'est une très, très grande différence par rapport à un modèle linéaire. C'est qu'il doit activer sur son bilan ce qui a des impacts sur ses ratios et sur son endettement. Ça veut dire aussi que la TVA doit être préfinancée. Donc là, il y a quand même quelques contraintes. Troisième élément, c'est la facturation. Typiquement, Zstar, c'est une PME. Ils ont une personne qui est responsable de la facturation. Si on évolue vers une formule as a service, ça veut dire qu'on n'a pas une facture de vente, mais beaucoup plus de factures. Disons que c'est un contrat sur 3 ans ou 4 ans, on a tout de suite 36, 48 ou 60 factures à émettre. Donc, c'est vraiment un problème qui se multiplie avec le nombre de clients qu'on aura. Et quatrième élément, c'est le recyclage, la réparation, le recyclage, reprise de matériel à la fin de la durée de vie. Là aussi, dans un business transactionnel purement vente linéaire, on n'est pas responsable, on ne se sent pas responsable. Dans le cadre de l'économie circulaire, avec un modèle de as a service, avec un modèle de fonctionnalité, on est propriétaire, donc on se doit prendre la responsabilité de la reprise du matériel et on est vraiment responsable aussi de trouver une seconde vie. C'est la responsabilité du propriétaire et donc de la société qui offre. Tout ça, on donne l'impression qu'il n'y a rien qui va et que tout est bloquant. Ce n'est pas le cas du tout. Donc la solution existe de travailler avec un partenaire financier. Donc, on avait fait et on a créé en co-création, et ça c'est vraiment important dans ce cadre aussi. Si on travaille avec un partenaire financier, on n'a pas ce problème d'activation sur le bilan parce que le partenaire financier va être propriétaire. Donc, c'est Econocom qui va prendre la responsabilité, la propriété et le risque de la propriété. On ne doit plus préfinancer non plus parce qu'en fait, et Gilles va expliquer un peu les modèles derrière de le cash payment et à quel moment ça arrive. Par rapport à la facturation, l'appareil, c'est le partenaire financier qui peut facturer le client final ou qui peut facturer le partenaire et le partenaire, on prépare la facturation et tous les calculs. Et la réparation et le recyclage, là, ça va dépendre. Parfois, on travaille pour l'ICT, par exemple. On est une société de l'ICT et qui connaît bien ce marché-là. Dans ce cadre-là, on fait des accords pour la reprise du matériel avec le fournisseur parce que lui connaît mieux que nous son marché de seconde main. Donc ça, c'est déjà une première partage. Juste pour citer le client, et ça vient d'un article de presse qui a été paru au moment qu'on avait signé ce contrat, il disait « Tout le monde est gagnant, nous pouvons servir plus de clients, nous touchons un nouveau public, nous réduisons la quantité de déchets et de nouveaux emplois sont créés pour les personnes qui revêtent les meubles. » Donc pour que ce modèle soit un succès, on est vraiment convaincu que tout le monde doit collaborer. Donc pour partager quelques recommandations, c'est travailler en co-création, s'associer avec des partenaires, chacun avec son niveau d'expertise. Et c'est grâce à ce modèle de financement que les sociétés qui proposent des solutions circulaires sous les modèles de as a service peuvent se développer plus rapidement. Tout à fait. Alors, dans cette vision, cette transition d'un modèle de vente vers un modèle as a service, il existe en fait deux structures pour le financement de biens entre trois parties. Vous avez d'une part le fournisseur, vous avez d'autre part le client final et vous avez le bailleur qui est en l'occurrence la société de leasing. Le choix entre ces deux modèles, eh bien, il va dépendre de la volonté du fournisseur de garder le contact avec le client final, pour des raisons qui peuvent être commerciales, qui peuvent être de l'ordre de marketing. Et donc, dans l'un ou l'autre cas, ce fournisseur va collaborer de manière un peu différente avec le bailleur. Et je vais vous expliquer maintenant la différence entre les deux. Dans ce premier modèle, le fournisseur va mettre à disposition du client final, soit
à travers une location, une formule de as a service ou un pay-per-use par exemple, un bien en location. Après, le point 2, il y aura une livraison du bien à ce client final. Et après cela, la collaboration entre le fournisseur et le bailleur va commencer à travers une formule, ce qu'on appelle de manière technique un sale and leaseback. Ça veut dire que le fournisseur va vendre ce bien au bailleur. Le bailleur devient le propriétaire de ce bien et donc le fournisseur, donc le bailleur reprend donc ce bien en leasing. Je le disais tout à l'heure brièvement, à ce moment-là, le choix entre leasing hors bilan ou bilantaire est évidemment à prendre en considération. On va ensuite, évidemment, faire une analyse de risque sur ce fournisseur. Et puis, c'est le fournisseur qui lui-même va facturer périodiquement le client final et va enregistrer donc les paiements. À l'issue du contrat, il y aura une option, une obligation d'achat par le fournisseur. Et dernière étape, il y a une restitution du bien en fin de contrat du client final vers le fournisseur. Ça, c'est la première approche qui est l'approche back-to-back, via un système de sale and leaseback. Le deuxième modèle, où on retrouve les trois parties, donc le fournisseur, le bailleur et l'utilisateur final, le preneur va spécifier au fournisseur le bien qu'il souhaite. Le contrat de leasing va être effectué entre la société de leasing et le preneur. Le risque de crédit va être analysé sur la capacité du preneur à mener à bien ce contrat. Et puis, le bailleur va passer commande, sur base de ce que le preneur a commandé, au fournisseur. Il y aura après une livraison de ce bien directement au client final. Le fournisseur va facturer le bailleur avec la valeur d'investissement, et puis le paiement sera fait à 100% par le bailleur au niveau du fournisseur. Dans ce deuxième modèle, qui est une différence par rapport à l'autre modèle, ce deuxième modèle, en fait, la facturation est établie directement par la société de leasing. Dans le premier modèle, c'était le fournisseur qui facturait le client final. Voilà. Je voudrais maintenant vous parler d'un deuxième exemple qui illustre aussi cette notion de as a service dans un modèle circulaire. Ce sont les vélos électriques. Les vélos électriques à travers l'exemple de Billy Bike. Billy Bike est une société bruxelloise qui a pour but de faciliter le transport dans notre capitale, essentiellement sur les communes bruxelloises. Et leur logique, leur business case est basé sur deux éléments importants. C'est qu'en fait, les coûts opérationnels de leur vélo électrique est quasiment 2 fois moins onéreuse que les coûts opérationnels si on prend les transports en commun. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, la notion de vélo électrique va permettre aussi d'apporter un élément vert dans les politiques de transport public des autorités publiques et qui vont permettre aussi de pouvoir relayer un point A à un point B parfois plus rapidement lors, par exemple, de grandes affluences dans la ville. Au niveau financier, comment s'est passé le financement de la flotte de vélos? Après avoir eu différentes levées de fonds entre 2017 et 2019, nous avons co-créé, nous avons en fait élaboré une solution financière avec Triodos, de façon à pouvoir augmenter la capacité de leur vélo. Et nous avons donc co-créé cette solution financière de façon à avoir une solution intégrée, mais avec deux partenaires financiers pour que e-bike puisse commencer et continuer ses activités. Troisième exemple, et c'est peut-être assez inconnu encore, mais on a signé un contrat avec VVSG. VVSG, c'est le groupe, c'est une association des municipalités et des villes en Flandre. Et là, le contrat tournait autour de revêtement de sol. Donc, je vous donne juste le cadre. Il y avait un déménagement. Donc, avant, l'association était située dans la galerie Ravenstein à Bruxelles. Et ils ont déménagé vers Huis Madou, donc Maison Madou, tout près du métro Madou, sur le ring de Bruxelles. C'était un projet de rénovation d'un bâtiment
bâtiment. Et là, je cite le CEO qui disait « Nous voulons jouer un rôle de pionnier, inspirer nos membres en débutant le projet de manière concrète, en prenant le dessus sur toutes sortes d'aspects circulaires et environnementaux. » Un des aspects, c'était d'installer ou de prendre le service Lighting as a Service et revêtement de sol as a Service. Donc, ils n'ont pas voulu acheter, mais ils ont acheté un service. Le projet démontre bien qu'à nouveau, on a dû co-créer pour trouver la solution. Donc, ce projet, il y avait toute une équipe. Donc, on avait un chef de projet. On avait le fournisseur de tapis. Dans ce cadre-ci, c'était Desso Tarket, mais il y en a d'autres, IVC par exemple, sur le marché, qui ont du cradle to cradle, donc le principe de reprise, l'enlèvement du ancien tapis, réinjection dans leur cycle de production, et qui font ça depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, la responsabilité de l'enlèvement est importante. Il y avait un placeur de tapis. Nous sommes partenaires pour la partie de financement et il y avait aussi un partenaire pour l'enlèvement. Mais qui dit co-création, dit aussi gouvernance. Et là, c'est quand même important de le partager. Quand c'est un nouveau cas en co-création, on a aussi vécu quelques difficultés au niveau contractuel, au niveau de comment est-ce qu'on se répartit les rôles entre les parties. Et juste pour la petite anecdote, par exemple, le nombre de mètres carrés explicités dans l'RFP, le cahier de charge, n'était pas suffisant. Donc, il nous manquait, je ne sais plus, 20 mètres carrés. Et donc, les loyers étaient bloqués. Les clients disaient, je ne peux pas bloquer tant que ce n'est pas en ordre. Et donc, là, se posent les questions, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas faire... on ne va pas relancer pour les 20 mètres carrés. Et donc, il faut se mettre d'accord entre partenaires dans ce genre de co-création et bien définir la gouvernance entre tous les partenaires. Donc, ça, c'est un conseil. Une autre vérité, je dirais, c'est as a service en soi ne fait pas que ça soit circulaire. Ce qui est important aussi, c'est de s'associer avec des partenaires pour lesquels la durabilité, les aspects circulaires soient aussi importants. Donc ici, on a co-créé avec des revêtements, par exemple, qui sont éco-conçus, où il y a une injection dans la ligne de production, où tout le monde s'orientait aussi autour de la diminution de ressources. Donc ça, c'est vraiment une deuxième recommandation. Et troisièmement, c'est un peu lié à la co-création, c'est l'importance d'un rôle d'un intégrateur. Donc ici, Econocom est l'intégrateur. Ça veut dire que nous émettons la facture par mois et la facture comprend tous les éléments sur la durée d'un contrat de 9 ans. Pour citer le client, ils ont dit « Ne restez pas complètement coincés dans les schémas de pensée traditionnels. Osez vous battre avec l'administration centrale. Les règles actuelles en matière de financement public, donc budget, subvention, favorisent le CAPEX plutôt que l'OPEX. Mais c'est trop restrictif dans le contexte de l'économie circulaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait aussi partager avec vous. Ok. Je voudrais à présent vous partager deux observations principales que nous avons remarquées dans plusieurs dossiers récemment et pour lesquelles il faut être attentif dans un modèle circulaire ou as a service. La première problématique, et c'est vrai qu'il est présent dans les travaux de construction, mais pas seulement dans le domaine de la construction, c'est la notion du total cost of use, donc le coût total d'utilisation. Quand on compare deux produits, un produit circulaire et un produit considéré comme linéaire, il ne faut pas seulement comparer l'investissement, donc son prix d'achat, mais il faut tenir compte de tous les coûts qui seront enregistrés au
cours de la vie de ces deux produits. Je vais prendre un exemple très concret. Vous avez un produit circulaire au-dessus et en dessous un produit qui est non circulaire. Vous voyez que ma valeur d'investissement est de 800 € dans le premier cas et de 600 € dans le deuxième cas. Mais au cours de la durée de vie du produit, on va devoir le rafraîchir, on va devoir le déplacer. Et donc, je vais avoir des frais qui vont être enregistrés sur ces différentes périodes. Ce qui fait qu'en fait, le produit circulaire, dans ce cas-ci, sera moins onéreux, puisqu'il pourra être plus facilement déplaçable dans ce cas-ci. L'autre produit va devoir être complètement reconstruit, et donc sa valeur est une valeur neuve. Quand je cumule tous ces coûts-là, on voit que mon total cost of use, en fait, pour le produit circulaire, est largement inférieur à mon produit non circulaire, alors que si je n'en avais pas tenu compte, eh bien, je me serais basé sur la valeur d'investissement initiale, où on voit que la différence était substantielle, mais qu'elle est beaucoup plus importante à l'issue des 20 ans de durée de vie de ce produit. Donc, bien tenir compte du cost of use pendant toute la durée de vie de ce produit. Et un autre élément que nous remarquons aussi et qui pourrait influencer le choix entre différents modèles, que ce soit linéaire ou que ce soit circulaire, c'est le coût du travail. On voit dans des projets linéaires, mais que les coûts de la main-d'œuvre peuvent être assez faibles parce que ce sont des grands projets actuellement, parce qu'il y a des économies d'échelle, parce qu'il y a la main-d'œuvre étrangère qui diminue ces coûts. Mais vu la taille des projets circulaires que l'on voit pour l'instant, qui sont plutôt de petite taille, on voit que ces coûts sont ou peuvent être plus élevés, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre plus innovante, plus qualifiée. Et en fait, on gagnera dès qu'on aura des projets un peu plus importants. On va aussi avoir cet effet d'économie d'échelle qui diminuera ces coûts de main-d'œuvre dans ces projets circulaires. Juste pour partager, et désolé, c'est une étude qui n'existe qu'en néerlandais pour l'instant. On a fait une étude il y a un an, on a publié un livre blanc de 120 pages sur le financement de l'économie circulaire, sur les défis, mais surtout aussi sur les possibilités et les recommandations, que ce soit pour le secteur public, que ce soit pour les entreprises, mais aussi pour le monde financier. Donc, n'hésitez pas de télécharger, le rapport est complètement gratuit. Et quelques recommandations qu'on voudrait partager avec vous pour conclure notre partie. C'est en fait, tout d'abord, bien préparer son dossier financier. Donc, et là, on peut vous accompagner, vous aider, vous challenger, parce que très souvent, on voit que quelqu'un qui a un projet d'économie circulaire, par exemple, est très convaincu de sa solution, mais on peut aussi challenger sur le business context, sur les infos financières qu'il faut bien préparer. On a toute une checklist, en fait, pour dire, OK, est-ce que vous avez aussi besoin de garanties, quelles sont les structures idéales derrière, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Donc, pour augmenter le succès de votre dossier, on peut vous accompagner. Deuxième aspect, c'est oser commencer, oser expérimenter. On sait que l'économie circulaire, c'est pas une réussite du premier coup. Le passage d'une économie linéaire vers l'économie circulaire, ce n'est pas toujours une simple transition. Et donc, on pense que c'est parfois un bouleversement. Il y a beaucoup de concepts qui existent déjà, il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de rapports. Et je pense que les initiatives comme celle-ci montrent clairement que la conjugaison d'expérience, d'expertise, etc., c'est hyper important et ça a des effets positifs. Donc, merci pour l'organisation de ces webinaires. Il est possible d'expérimenter, de tirer des leçons, et c'est surtout aussi important de partager ces leçons au-delà des frontières de ces secteurs, au-delà de certaines frontières qui pourraient déjà exister. Et c'est vraiment la seule méthode d'avancer et d'avancer ensemble. Un troisième conseil, c'est de promouvoir la combinaison des différentes solutions de financement. Ce qu'on veut dire par ça, c'est ne soyez pas bloqués par un nom, un black and white, par un banquier, par exemple, qui dit il n'y a pas de solution.
On l'a vécu avec l'exemple des meubles, des mobiliers. La banque avait dit non. Et donc, le client est venu nous voir. Et là, ou même avec Billy Bike, si Billy Bike n'avait pas fait une combinaison de différentes ressources financières, il n'aurait pas trouvé la solution. Et donc, on est aussi là, on travaille avec la Soalfine, on travaille avec d'autres sources financières pour trouver la solution, surtout mettre le client et sa solution, et ça c'est important. Quatrième élément, faire des choix et faire appel aux experts. Donc là, le point qu'on veut faire, c'est vraiment ne travaillez pas tout seul parce que ça ne va pas aller assez vite. Il y a beaucoup d'experts sur le marché qui ont des expertises sur l'éco-design, sur des aspects juridiques, sur des aspects de financement. N'hésitez pas de surtout faire appel à ces experts pour développer vos solutions. Et un cinquième point, c'est créer de nouveaux partenariats. Tout à fait, exactement. Voilà, j'espère que vous aurez pu extraire certains éléments importants de cette présentation. Donc voilà, Lara, si vous avez des questions ou des remarques via le chat, nous sommes là pour y répondre. Oui, merci à tous les deux pour cette présentation très enrichissante. On a quelques questions déjà dans le chat, mais comme vous le disiez, n'hésitez pas à en écrire d'autres. On va les poser là maintenant. On a à peu près 5 minutes pour aborder ces questions. Une des questions qui était posée était de savoir comment Econocom partage-t-il ses revenus avec ses clients. Est-ce que je vous en lis plusieurs et puis vous y répondez ou comment vous voulez qu'on fonctionne? Vas-y. Alors, il y en a une autre qui demande aussi quels sont les clients de Econocom. Est-ce que c'est plutôt des clients du service ou bien des fournisseurs de produits, voire est-ce que ce sont les deux? Oui. Et puis alors, une troisième, est-ce que Econocom, mais ça vous avez déjà en partie répondu je pense dans la dernière dia, est-ce qu'Econocom aide ses clients à définir la tarification de l'offre du Product as a Service? Ok. On peut déjà prendre. On peut déjà répondre peut-être à la typologie de clients. Je dirais que c'est toute typologie de clients. On a des PME, on a des grandes entreprises, on a des clients dans tout secteur confondu, de toute taille. Que ça soit du B2B, que ce soit du B2B2C, comme on voit de plus en plus, c'est le cas de Billy Bike par exemple, entre autres, où on voit, oui, évidemment, un mix de tailles de clients avec des besoins différents aussi. Oui, et je pense qu'on est surtout connu sur le marché pour tout ce qui est ICT. Donc, on vient du secteur de la technologie, ce qui nous aide parce que là, le as a service est déjà implémenté depuis beaucoup plus longtemps que dans le cadre de l'économie circulaire. Donc, le as a service, typiquement pour les imprimantes, par exemple, ça existe déjà depuis très, très, très longtemps. Donc, le modèle de as a service, on a les expériences. Et depuis 2017, on s'est dit pourquoi pas éteindre le scope de tout ce qu'on fait. Et en fait, je dirais tout ce qui touche à l'aspect digital permet de co-créer et de travailler ensemble. Que ce soit oui, je dirais des lignes de production. Parfois, on a d'autres solutions qui ne sont pas du as a service, mais il y a d'autres modèles de financement. Parfois, c'est du cash-in and cash-out alignment, mais on a des solutions autour des box, les casiers. Oui, Mobile Locker. Le Mobile Locker, par exemple, des lockers qui sont utilisés en interne, mais aussi en externe. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, beaucoup de typologies de produits. Le Lighting as a Service, on a signé aussi des contrats qu'on a gagnés, des appels d'offres avec des villes, Saint-Nicolas par exemple, Mechelen. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question.
Est-ce qu'on aide à la tarification? Là aussi, je dirais Oui. oui. Oui, parce qu'on va partir, comme j'expliquais tout à l'heure, sur le principe du as a service, c'est qu'on va partir en fait de la valeur d'investissement du bien. On va regarder quelle est la mensualité en fait de cet investissement et on va aider le client après sur base de ses objectifs personnels aussi, de voir, bah, tiens, quelle est la tarification optimale qu'on pourrait proposer et aussi sur base de la concurrence, de voir un peu, bah, tiens, est-ce que ce produit a déjà été proposé et comment est-il positionné sur le marché avec des besoins peut-être un peu différents. Là, typiquement, par exemple, avec Lighting as a Service, on va regarder quelle est la durée de vie idéale, pas de la durée de vie, la durée contractuelle. On va aider le client à calculer ce qu'on appelle son ROI, donc le Return on Investment. On va comparer quels sont les loyers à payer, mais surtout quel est le revenue stream qui vient de energy, moins de consommation d'énergie. Et donc, on va effectivement aider à faire tous ces calculs et regarder quelle est la durée contractuelle idéale alors en fonction de tous ces paramètres. Mais les mécanismes peuvent être différents d'un secteur d'activité à l'autre, donc c'est un petit peu du cas par cas, en tout cas, pour cette tarification. Et la première question, quel est le partage? Sharing. Là, j'avoue que je n'ai pas tout à fait compris. Ils peuvent y être des partages dans le cadre de reprise de matériel, par exemple. Si on fait du brokerage, du remarketing, là, il peut y avoir un split de profit. Mais sinon, le revenue est chez lui. Voilà, exactement. Sinon, c'est le client lui-même qui gère son modèle as a service vis-à-vis de ses clients. Donc, je pense que tout le revenue stream est chez lui. Ok, merci beaucoup. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées dans le chat. Je propose alors, Lara, que tu prennes le relais pour présenter notre prochaine orateur. Merci à tous les deux. Oui, merci Aurélie, donc merci Gilles et Hilde. Et j'en profite pour aussi faire remarquer qu'on a quelqu'un dans le chat qui nous a signalé qu'il y avait un autre rapport complet en lien avec la thématique du financement de l'économie circulaire. Et donc, on mettra les deux liens vers les deux rapports en ligne sur la page web du webinaire d'aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez facilement les trouver si vous le souhaitez. Maintenant, j'invite donc Logan Moret de la Sewalfin à partager son écran et à nous présenter les outils de la Sewalfin en lien avec l'économie circulaire. Bonjour tout le monde. Voilà. Est-ce que l'écran est partagé? C'est en train de charger. Voilà, c'est parfait. Très bien. Donc, bonjour à tous, merci Lara. Merci aussi à Gilles et sa collègue pour la présentation qui vient d'être faite, elle est très édifiante. Et si je devais faire mien les quelques conseils que vous avez donnés en fin de présentation, je relèverais surtout, et ça a été aussi relevé dans le chat, que l'économie circulaire et a fortiori l'économie de fonctionnalité sont des nouvelles façons de penser les affaires et donc de penser aussi son modèle de revenu. Ce qui n'est pas sans risque, évidemment, puisque à l'heure actuelle, quelque part, comme vous le disiez, ça bouscule les standards et les attendus qu'on pourrait avoir dans un business plan qui parlerait peut-être un peu moins à un partenaire financier classique. Donc, ce que j'aimerais mettre en avant aussi, c'est le fait de ne pas avoir peur d'innover. Je lisais aussi dans les commentaires qu'il y avait « Merci pour cette présentation, ça permet aux entreprises qui sont encore un peu frileuses d'être rassurées pour sauter le pas. » Mais oui, c'est exactement ça. Donc, ne pas hésiter à oser, à faire des choix audacieux, à trouver les experts et surtout à bien s'entourer. Et comme vous le mettez en avant, il y a la possibilité de faire des partenariats avec un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient nouveaux ou plutôt existants, et surtout ne pas hésiter à faire des partenariats avec le public et le privé. C'est pour ça que j'en viens justement à la Sewalfin et au dispositif pour lequel je travaille et que j'aimerais vous présenter pendant les quelques minutes qui me sont imparties. Donc peut-être en 2 mots pour commencer, la Sewalfin. Ah, je crois que l'écran... Oui, on ne voit plus ton écran. Non, voilà, c'est juste une mauvaise manipulation. Donc voilà. Peut-être vous présenter la Sewalfin. Donc la Sewalfin, qu'est-ce que c'est? C'est la Société wallonne de financement et de garantie pour les petites et moyennes entreprises. Donc historiquement, le métier de la Sewalfin, comme son nom l'indique, c'est le financement. Mais à l'heure actuelle, la Sewalfin possède 3 autres métiers que sont l'orientation, la sensibilisation et l'accompagnement. Ce faisant, la Sewalfin essaye d'être présente à chacun des moments clés pour répondre aux problématiques de tous les moments clés auxquels fait face une entreprise, de sa création à sa transmission,
en passant par sa croissance et son internationalisation, avec deux pôles transversaux que sont l'innovation et l'environnement. Ce faisant, la Sowalfin, c'est vraiment être un guichet unique qui permet à l'entrepreneur de répondre à un certain nombre de ces questions. Ce que j'aimerais avec vous pendant ces quelques minutes, c'est de faire justement un focus sur le pôle environnement dans lequel je travaille et pour lequel je suis en charge des thématiques liées à l'économie circulaire et de la fonctionnalité. Le dispositif du pôle environnement s'appelle EasyGreen. EasyGreen, c'est quoi? C'est un soutien aux entrepreneurs de l'idée à l'investissement dans le projet. Il y a donc 3 axes d'action qui sont la sensibilisation, l'accompagnement et le financement. Et nous couvrons 3 thématiques que sont l'efficacité énergétique, les gaz fluorés et l'économie circulaire, incluant l'économie de fonctionnalité. En termes de sensibilisation, brièvement, ce qui se fait, c'est qu'il y a des événements thématiques qui sont organisés à travers l'ensemble de la région wallonne, en partenariat avec des référents, que je vais vous présenter dans un instant, qui, eux, constituent le cœur de l'accompagnement que la Sowalfin réalise, en ce sens que la Sowalfin coordonne un réseau de référents en économie circulaire qui sont là justement pour vous aider à détecter votre potentiel. Si vous avez une idée et que vous n'osez pas sauter le pas, n'hésitez pas à les contacter pour qu'ils viennent justement challenger un peu tout ça et mettre de l'ordre dans vos idées pour vous permettre d'aller de l'avant. On parle aussi d'un système d'accompagnement via des chèques entreprises, les chèques économie circulaire que je vous présenterai dans un instant, et alors des solutions de financement, comme je vous le disais, de l'idée à l'investissement concret dans le projet, bien notamment des prêts subordonnés et de la participation en capital. Sur l'efficacité énergétique, pour la citer quand même brièvement, ce qui peut être pris en compte et ce sur quoi on peut vous aider, c'est surtout ce qui est efficacité énergétique au niveau de vos outils de production. Mais pas seulement, on peut aussi s'intéresser à vos bâtiments, à vos bureaux et à éventuellement l'installation de modes de production d'énergie renouvelable. On peut penser à du photovoltaïque, à de la biométhanisation, à de la cogénération, du thermique et autres. Au niveau des gaz fluorés, petite incise, il faut savoir que la législation évolue assez fortement en ce moment et que donc toutes les entreprises qui sont par exemple dans le domaine de l'agroalimentaire ou en tout cas qui possèdent des frigos ou des installations frigorifiques sont justement touchées par cette législation qui vise à remplacer tous les gaz qui contiennent du fluor car ils sont jugés comme trop émissifs en CO2. Et donc l'idée de pouvoir les évoluer vers des gaz qui ne possèdent plus ce fluor et qui soient plus respectueux de l'environnement. On parle alors de 3 aspects. On parle de nouvelle installation, carrément changer l'installation. On parle de drop-in, ce qui nécessite justement de changer le gaz contenant du fluor par un autre gaz, ou de rétrofit, à savoir, comme je le disais, changer le gaz par un autre gaz et faire quelques aménagements, quelques améliorations sur les conduites et l'installation pour pouvoir justement accueillir ce gaz dont peut-être les pressions sont différentes. Donc voilà, les 2 premiers points. Et alors celui qui nous occupe plus aujourd'hui, tout ce qui est économie circulaire, incluant justement les 4 piliers de l'économie circulaire tels qu'ils ont été définis par la région wallonne, la conception et la production circulaire, la logistique inversée, des symbioses industrielles et les circuits courts et l'économie de fonctionnalité comme nouvelle sorte, nouveau business model, nouvelle façon de créer de la valeur ajoutée. En termes d'accompagnement, j'aimerais faire un focus un instant sur les référents bas carbone / économie circulaire. Sachez que si vous avez une idée, vous avez envie de lancer un projet, que vous avez peut-être besoin d'accompagnement, comme le disait Econocom juste avant, il est nécessaire de ne pas se sentir seul pour sauter le pas, pour pouvoir assumer le changement, la transition vers de l'économie circulaire ou même plus vers de l'économie de fonctionnalité. Il faut pouvoir s'entourer, trouver des experts, trouver des bons partenaires, ou en tout cas des personnes capables de comprendre votre idée selon une nouvelle logique, un peu plus durable peut-être, et donc de pouvoir challenger vos idées et vos projets. Le rôle du référent bas carbone économie circulaire, sachez comme vous le voyez sur la carte à votre droite qu'ils sont logés dans toutes les provinces de la région wallonne. Je ne vous les passe pas en revue, mais n'hésitez pas à me solliciter si vous avez justement envie d'être mis en contact avec un référent sur une zone géographique wallonne spécifique. On peut prendre un titre d'exemple sur la province de Liège et Clos, Idélux sur le Luxembourg. Et comme je vois qu'il est présent aussi ici dans le webinaire, je citerai aussi Quentin de chez LME qui agit sur le cœur du Hainaut. Le rôle du référent, justement, est de pouvoir vous aider, de vous sensibiliser, que ce soit individuellement ou de manière collective, mais surtout de vous aider à détecter les opportunités d'action sur lesquelles vous pourriez justement faire transiter vos activités vers plus de circularité, voire de fonctionnalité. Alors, il ne s'agit pas de vouloir exploser votre business model pour pouvoir révolutionner d'un seul coup, mais de pouvoir voir dans quelle mesure, par des petits gestes dans un premier temps, vous pourriez durablement, de manière incrémentale, faire évoluer vos pratiques vers plus de circularité. On parle alors de diagnostic.
le rôle numéro 1 du référent, de pouvoir faire un diagnostic de votre entreprise, de son potentiel, de ses opportunités, et de pouvoir justement vous accompagner dans la durée pour pouvoir réaliser toutes ces étapes. Réaliser ces étapes passe aussi par justement la détection d'un potentiel qui peut être transformé. Évidemment, quand on parle de potentiel, il est encore intéressant de pouvoir justement faire appel à des experts, comme le disait Econocom, des experts qui, eux, sont labellisés par la région wallonne. Et je le soulève aussi parce que certains de ces experts labellisés sont présents aussi aujourd'hui dans le webinaire. Je tiens à les saluer. Donc, via les chèques économie circulaire, qui sont une catégorie de chèques que l'on retrouve dans les chèques entreprises, vous pouvez bénéficier d'un recours à l'expertise privée, à savoir des experts labellisés spécialisés en économie circulaire, et a fortiori, certains ont la casquette d'économie de fonctionnalité. Comment ça se passe très concrètement? Vous êtes bénéficiaire, pour être bénéficiaire, vous êtes une TPE, une PME ou un indépendant, vous avez un numéro d'entreprise. Le taux d'intervention de la région wallonne est de 75% du montant total de la prestation, ce qui veut dire que l'entreprise, vous-même, vous avez 25% à mettre en plus pour pouvoir couvrir 100% du montant de la prestation, et vous avez sur 3 ans un montant hors TVA de 45 000 € d'aide publique. Si on ajoute ça à vos 25%, vous pouvez sur 3 ans bénéficier d'une enveloppe virtuelle de 60 000 € pour vous aider à recourir à cette expertise privée pour justement aller challenger votre business model et alors réaliser des études de faisabilité, qu'elles soient économiques. Citons quelques exemples ici comme la détection d'actions en économie circulaire qui peuvent justement venir challenger votre processus organisationnel ou votre modèle d'entreprise pour le faire transiter vers une logique as a service, par exemple. Vous pouvez aussi faire subventionner des frais liés à des études de mise en place d'un réseau, de redistribution, de logistique des retours, pour faire un lien avec les autres webinaires qui se sont déroulés les semaines précédentes. L'idée de pouvoir se dire, tiens, moi je mets des biens sur le marché, je les vends. Si je passais à une solution servicielle qui me dit, je ne vais plus les vendre, mais les mettre à disposition, dans quelle mesure je dois justement aménager, revoir, repenser ou justement créer une nouvelle chaîne logistique qui me permette de récupérer l'ensemble de ces biens en fin de vie, quand ils sont désuets au consommateur ou à l'utilisateur, pour les réintégrer dans mon propre processus de production ou les remettre à disposition via un autre modèle de location. Voilà, ce genre d'étude peut être financé par les chèques économie circulaire. Corollairement, vous avez des études qui sont plutôt techniques, qui consistent justement à peut-être cartographier des flux, des gisements. Vous avez des déchets, vous ne savez peut-être pas quoi en faire. Ce n'est pas pour ça qu'une entreprise à 2, 10 ou même 20 km de chez vous ne pourrait pas en faire quelque chose en l'intégrant votre déchet comme une ressource dans son processus de production. Mais ce type d'étude nécessite justement de pouvoir cartographier à la fois les acteurs, mais aussi vos matières, les gisements, et de pouvoir identifier efficacement les partenaires qui peuvent être concernés par cette étude. Et de même, vous auriez un produit que vous voudriez revoir justement pour le repenser, qu'il soit plus facilement réparable, démontable, peut-être qu'il intègre des matières renouvelables en lieu et place de matières pétrosourcées, pour pouvoir justement en proposer un usage et non plus à long terme une vente, et de pouvoir justement cartographier, donc l'intérêt de pouvoir cartographier les matériaux, de pouvoir cartographier aussi un certain nombre de process, de partenaires, mais aussi de pouvoir justement identifier des fournisseurs potentiels de nouvelles matières et autres. Vous avez une idée, il y a des référents qui sont là pour la challenger, pour vous aider à introduire un certain nombre, vous orienter vers un certain nombre de dispositifs tels que les chèques économie circulaire, pour lesquels vous pouvez avoir recours à de l'expertise privée, à la fois économique et technique, pour soutenir vos projets. Votre projet, maintenant, est au vert, c'est-à-dire que vous avez justement votre idée qui est bien challengée, un business plan qui a été bien monté par un expert, vous avez besoin de financement. Comme le disait justement Econocom, sauter le pas, ce n'est pas toujours facile. Faut-il encore parler un langage qui parle à vos partenaires bancaires? Il peut être aussi un fait que vos partenaires bancaires n'ont peut-être pas justement envie de prendre tout ou partie du risque, sachant que c'est un modèle innovant pour lequel il n'a peut-être pas de visibilité sur le modèle, et donc il n'est peut-être pas vraiment intéressé de pouvoir prendre le risque avec vous sur un certain nombre de points. Sachez que la région wallonne a mis en place un certain nombre d'outils, dont justement EasyGreen dont je vous parle, allant jusqu'au financement, mais aussi d'outils à la SRI que Francis vous présentera juste après. Et j'en viens donc au financement des investissements que vous pouvez justement faire passer avec de nouveaux partenaires tels que la Sowalfin. Je vous ai mis ici tout ce qui touche à l'efficacité énergétique, à la production d'énergie renouvelable aussi, mais parlons aussi des projets d'économie circulaire plus en détail. Comment est-ce qu'on peut vous aider à développer votre projet d'économie circulaire ou de fonctionnalité? Par du financement. Le financement qui passe souvent sur des prêts sous toute forme, mais le prêt le plus largement diffusé au sein de la Sowalfin, c'est le prêt subordonné, c'est-à-dire qu'on vous apporte du quasi-capital. On peut aussi faire de la prise de capital en pari passu,
sachant qu'on peut aller jusqu'à des projets allant jusqu'au maximum à 1 million d'euros. Si une entreprise dispose de plusieurs projets en parallèle, on peut monter jusqu'à 3 millions d'euros d'encours par PME. Et là, je réinsiste, quand je parle de PME, on est bien sûr du financement d'indépendants, de petites et moyennes entreprises. Le fait aussi que dans les bénéficiaires, on peut aussi avoir des ASBL. Trop souvent, les ASBL sont oubliés des dispositifs. Je précise, le dispositif d'échec entreprise que je vous ai présenté juste avant n'inclut pas les ASBL. Par contre, le financement que peut réaliser EasyGrid auprès de votre projet inclut les ASBL. On peut financer jusqu'à 100% du besoin et il y a une possibilité de franchise allant de 1 an à 2 ans pour vous permettre justement, dans le cas de projets d'économie de fonctionnalité, comme souvent c'est du besoin en faux de roulement qui va être financé, la mise en capacité de produire un certain nombre de biens qui seront mis sur le marché et pour lesquels, via un système de leasing ou d'abonnement, vous ne serez rémunéré que sur le long terme, de pouvoir justement éponger cet investissement par une possibilité de franchise. J'aimerais en finir alors avec quelques exemples de projets qui ont été soutenus par la Sawalfin justement en économie circulaire et en économie de fonctionnalité. Le premier, c'est l'AV vert. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. L'AV vert, c'est justement cette lessive écologique qui remet au goût du jour, au nom du bon sens, un certain nombre de méthodes, pour ne pas les citer, de grand-mère, voire ancestrales, pour pouvoir créer une lessive écologique. Voilà, donc ça, ce projet, c'est un type de projet qui a été soutenu par EasyGrid. De même, il a été même sensibilisé et accompagné par des référents avant d'en arriver au financement. A Smart World, que vous connaissez peut-être, qui est la collecte, la revalorisation puis la recommercialisation de smartphones de seconde main sur le marché, a lui aussi été sensibilisé, accompagné dans le Brabant wallon et financé par la Sawalfin, par le dispositif EasyGrid. Et le dernier, et non des moindres, c'est un projet qui s'appelle LU, et je vous invite à aller sur Internet, taper LU avec justement deux trémas sur le U, qui est en fait un projet d'économie de fonctionnalité qui vise à découpler pratique sportive de la possession d'infrastructures. Derrière ces mots un peu pompeux, ce que je veux dire, c'est que pour pratiquer le sport, souvent, il vous faut des infrastructures sportives. C'est surtout vrai dans les écoles, pratiquer le sport nécessite un hall de sport, une salle de gym. Le LU, justement, vise à ne plus donc le LU vise justement à découpler ça, c'est-à-dire que pour pouvoir pratiquer le sport, grâce à la solution du LU, c'est de ne plus disposer nécessairement d'infrastructures sportives en tant que telles, en permettant d'optimiser l'usage qui peut être fait d'un réfectoire. Prenons un réfectoire, on enlève les tables, on enlève les chaises, on a un espace central, on vient installer la technologie du LU avec de la projection sur murale et de l'intelligence artificielle, on peut justement permettre une mise en pratique sportive dans une approche ludique et pédagogique pour les élèves, que ce soit du primaire, voire même du secondaire. Donc il y a vraiment cette optimisation des lieux, parce qu'un lieu qui n'est pas entièrement utilisé peut être vu aussi comme un déchet, donc il peut être optimisé. Ici, quand on parle des écoles, on sait qu'une école, quand on voit les infrastructures, en termes d'utilisation en temps scolaire, c'est 15% du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser ces lieux scolaires le reste du temps? Avec un lieu, diverses solutions peuvent justement être apportées. Je vous invite à prendre plus de renseignements pour pouvoir édifier un peu cet exemple, où on peut en discuter par la suite. Tout ceci n'a pas été fait sans rechercher pour l'entreprise la meilleure solution possible. Comme le disait aussi Econocom et comme le répétera Francine, passer à un modèle économie circulaire ou un modèle de fonctionnalité n'est pas sans risque, n'est pas sans peur. Il faut pouvoir avoir des partenaires. Et donc, dans le cadre d'un bouclage financier, à la fois la Sawalfin, la SRI ou même Econocom, comme il le présentait, sont des acteurs qui peuvent vous aider justement à participer à ce bouclage et à vous aider à challenger votre modèle. Nous avons en plus à la Sawalfin le réseau des référents qui est là pour ce faire et pour vous aider à trouver de manière globale la meilleure solution de financement qui vous correspond pour pouvoir vous aider à soutenir votre projet et le concrétiser. Avec ça, j'en ai fini et je vous souhaite une bonne continuation avec Francine et je vous remercie énormément pour votre attention. Merci Monsieur Moret pour cette présentation vraiment très concrète qui a mis en avant des outils qui pourraient permettre aux entreprises de passer de sauter le pas, comme vous le disiez, d'oser être audacieux. Tout à fait, les entreprises ne sont pas seules, elles doivent bien le retenir. Il y a des dispositifs à la fois publics et privés qui sont là pour les soutenir dans ces démarches. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le fil de conversation. Là, il n'y a pas de questions qui apparaissent pour le moment. On a quelques minutes ici pour en prendre l'une ou l'autre, donc n'hésitez pas.
on peut attendre un petit peu, voir si des participants se présentent pour poser des questions. Peut-être que s'ils ont justement besoin de percoler l'information, qu'ils n'hésitent pas, les coordonnées sont aussi dans le PowerPoint qui sera transmis pour revenir vers moi par la suite, ne serait-ce que pour être mis en lien avec un référent sur le territoire sur lequel l'entreprise est active. Effectivement. Et je ne vois pas de questions qui arrivent là maintenant, donc voilà, je propose, Lara, alors qu'on continue. Oui, tout à fait. Donc, merci Aurélie et merci Logan. Et donc Francine, je t'invite à partager ton écran. Voilà. Donc Francine, qui est donc Investment Manager à la SRI W, va maintenant vous présenter les outils de la SRI W. Voilà, bonjour à tous. Par contre, on ne voit pas encore ton écran, Francine. Non. Est-ce que ça y est? Pas encore. Donc normalement, ça devrait être OK. Ouais, moi, je ne le vois pas, mais voilà, c'est peut-être un problème chez moi. Ah, voilà. Voilà. Parfait, merci. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je vais poursuivre dans les présentations qui ont été données en vous parlant un petit peu de la SRIW et des solutions qui ont été mises en place pour l'économie circulaire, mais de la manière la plus vulgarisée possible en termes de finances pour pouvoir rebondir d'une manière très très concrète sur justement les questions et les spécificités qui ont été mises en exergue lors non seulement de ce webinaire-ci, mais aussi des sessions précédentes. Et peut-être, avant de commencer, justement, vous dire comme je trouve qu'il y a une logique dans la présentation qui a été faite, puisqu'en termes de financement, vous avez eu, avec l'intervention d'Econocom, l'avis et les solutions proposées par un interlocuteur privé, qui n'est pas du secteur bancaire. Vous avez ensuite deux outils publics qui vous présentent leurs solutions. Et donc peut-être pour expliquer aux différents participants les différences et faire comprendre qu'il n'y a pas de redondance ou d'overlapping entre ces outils. Il faut resituer le contexte. Donc il y a en région wallonne 3 outils de financement public que sont la SOALFIN que Logan vous a présenté, qui est plus spécifiquement dédiée aux petites entreprises avec des montants d'intervention qui peuvent aller de manière cumulée jusqu'à 3 millions d'euros. Il y a la SRIW qui, normalement, part d'intervention minimale de l'ordre du million d'euros jusqu'à X. Et il y a la SOGEPA qui s'occupe spécifiquement des entreprises en redressement ou en difficulté. Donc, nous avons au niveau des outils publics chacun nos missions spécifiques, mais en sachant qu'on fait effectivement le même métier, c'est-à-dire du financement de haut de bilan, et donc je vous expliquerai ça par la suite. Et donc il n'y a pas de redondance, il y a des possibilités en matière d'économie circulaire au sein des 3 outils et des personnes qui sont spécialisées au sein de ces 3 outils, il faut le souligner. L'autre point aussi par rapport à ce qui a été expliqué précédemment, c'est qu'on doit faire une différence entre la notion d'investissement et de financer de l'investissement, ce qui est le rôle des banques, des outils de financement public ou de sociétés comme Econocom. Il faut faire une différence entre ça et la notion de subside public. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, j'entendais dans les interventions précédentes qu'il y avait des difficultés au niveau des pouvoirs publics sur le financement de l'économie circulaire et que celui-ci était essentiellement tourné vers le CAPEX ou, entre guillemets, les investissements matériels. C'est vrai aujourd'hui, toujours en région wallonne, pour ce qui concerne les aides à l'investissement, mais ce n'est pas vrai quand on considère le métier et les missions des outils publics, puisque ceux-ci financent autant du CAPEX que des dépenses opérationnelles ou du fonds de roulement. Enfin, une dernière précision,
c'est que le rôle des outils publics ou des sociétés privées est différent de celui des banques privées. Donc là aussi, je reviendrai là-dessus. En termes de financement et de panachage de risques, il faut toujours essayer d'avoir une complémentarité entre les différents intervenants. Et donc les outils publics interviennent pour des durées longues. Une banque aura probablement plus tendance à se focaliser sur des durées de court et de moyen terme et proposera des solutions qui sont adaptées à ça. Voilà, donc ça c'était pour les précisions que je voulais faire après avoir entendu les uns les autres. Alors la SRW, qui est-ce que c'est? C'est donc la Société régionale d'investissement de Wallonie. Très très brièvement, nous sommes présents dans 411 entreprises à ce jour. 200 où nous avons investi en capital et en prêt, et 211 où nous avons investi en prêt uniquement. Ça concerne 42 000 emplois. Nous représentons, ou en tout cas les actifs que nous gérons au travers de ces 411 entreprises participées, représentent 3,1 milliards d'euros. Et on fait ça avec une équipe de 60 personnes. Donc, on n'est pas une grosse machine du tout. Le métier qu'on fait, c'est celui d'investisseur à long terme et de haut de bilan, comme le disait Logan. Alors, pour les non-financiers, quand on regarde un bilan, au plus on va vers le haut, au plus l'argent reste dans l'entreprise sur une durée longue et au plus le risque est élevé. Ce sont les notions de capital, ce sont les notions de prêt subordonné, qui est un de nos métiers cœurs, ce sont les notions de dette à long terme, et au plus vous descendez dans le bilan, au plus l'argent circule vite. Donc on a cette notion d'actifs circulants, de dette court terme, moyen terme, etc. Donc notre métier, c'est vraiment de se situer en haut. Et ça veut dire très concrètement qu'on reste présent aux côtés des entreprises avec lesquelles on coopère sur une durée longue, qui oscille moyennement entre 7 et 15 ans, on va le dire comme ça. Nous faisons des interventions sur mesure. Moi, je ne me lève pas le matin en recevant de ma direction une liste de taux standards et une liste de règles. Chaque dossier que nous examinons est vraiment spécifique et est adapté en fonction des besoins du projet. On a aussi développé une expertise sectorielle. Donc, dans les collègues qui font le même métier que moi, c'est-à-dire proposer, challenger et gérer des investissements, on a tous une compétence non seulement en finance, mais on a aussi une double casquette. Bon, j'ai certains collègues qui sont spécialisés en sciences du vivant, j'en ai d'autres qui sont spécialisés en engineering, j'en ai qui sont spécialisés en gestion de l'éolien, etc. Et donc on a tous notre portefeuille qui est cohérent et qui nous permet de développer effectivement, non seulement par le profil qu'on a, mais aussi par les investissements que nous avons consentis et par les échanges avec notre portefeuille, ça nous permet de développer une expertise très concrète dans des domaines assez ciblés. Il faut savoir aussi qu'on est présent dans les organes de gouvernance des sociétés dans lesquelles on participe, ce qui nous permet vraiment d'être au cœur de la stratégie et de connaître et de savoir comment les modèles et les secteurs fonctionnent. Enfin, nous avons forcément dans les 400 sociétés dans lesquelles on est, un réseau d'entreprises qui est à notre disposition. Et on ne se contente pas de fournir de l'argent, on essaye vraiment de mettre les sociétés en contact les unes avec les autres pour qu'elles puissent développer non seulement du business, mais aussi des solutions ensemble. Tout ceci, évidemment, dans un souci de développer forcément l'activité économique et l'ancrage régional, mais aussi d'amener un support à la transformation des entreprises et essentiellement de les faire croître. Alors, comment est-ce qu'on travaille? Et je vais en venir très très rapidement à l'économie circulaire. On a donc une approche qui est multisectorielle, qui est le cœur de notre métier, ou peut-être là où on a le plus d'interventions, avec effectivement des critères qui sont assez communs, qu'on décline. Alors, voilà, on regarde un petit peu la qualité du management, forcément on regarde la rentabilité et la crédibilité du business plan. On a des règles que normalement on est tous censés respecter, qui est la règle de 1 euro privé, 1 euro public. Mais voilà, c'est assez light à suivre, puisque, comme je le disais, on customise chaque intervention en fonction des besoins des projets. On a depuis peu aussi mis en place 3 approches transversales, que sont la transformation numérique, donc le digital, ce qui est transition énergétique et l'économie circulaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? La SRW, mais comme les autres outils publics, sont convaincus que les entreprises qui ne se penchent pas sur ces thématiques, que sont les 3 axes cités, si elles ne se penchent pas sur ces thématiques et si elles ne les intègrent pas dans leur business model, elles auront beaucoup plus de difficultés demain
à survivre par rapport à leurs concurrents. Et donc, nous screenons l'ensemble de notre portefeuille par rapport à ces 3 critères. Nous n'en faisons pas un critère de décision d'investissement, mais en tout cas, ça fait partie maintenant de notre analyse de risque. Et lorsque nous décelons que des entreprises ne se penchent pas sur cette thématique, nous les aidons à le faire au travers de diagnostics spécialisés, au travers d'une approche qui est purement interne, mais que nous avons mis en place assez récemment. Enfin, nous avons des plateformes d'investissement spécifiques que vous voyez, je ne vais pas les passer en revue toutes, mais qui bénéficient de critères d'investissement spécifiques et adaptés à chacun des projets qui sont et des secteurs qui sont concernés. Alors, par rapport à cette notion d'investissement en économie circulaire, on a beaucoup entendu que les temps de retour étaient plus longs, qu'une coopération multipartenaire était nécessaire, que les risques étaient élevés, et c'est vrai. Et donc, il y a une nécessité d'avoir des réponses adaptées. Alors, pour rappel, il y a quand même une règle de base en finance, c'est que les sources de financement doivent toujours être adaptées en fonction du court ou du long terme. Donc, on ne va pas aller financer un stock avec du capital. On finance un stock avec des approches de court terme. On va aller financer, par exemple, un parc automobile avec du leasing parce que ça tourne assez rapidement. Par contre, si vous allez financer vos bâtiments ou des outils de production, vous allez aller chercher de l'argent qui va rester longtemps dans votre entreprise parce que ce sont des actifs qui vont y rester longtemps. Et donc, comment est-ce qu'on a répondu à la notion d'investissement en économie circulaire au sein de la SREW? Par 3 axes principaux. D'une part, certains projets sont financés via notre approche multisectorielle classique, quand on estime que c'est mieux et que le projet trouvera plus de sens et plus d'opportunités à être logé, par exemple, dans le portefeuille de mon collègue qui s'occupe de l'agroalimentaire ou de mon collègue qui s'occupe peut-être de l'énergie. On a aussi un outil spécifique qui s'appelle Walter, dont je vous parlerai pour les coopératives. Et puis alors, on a un outil vraiment dédié au financement de l'économie circulaire sur lequel je vais me concentrer et qui est le programme Next. Alors, Walter, très rapidement, c'est une de nos filiales qui existe depuis bientôt 25 ans, qui est spécifiquement dédiée au secteur coopératif et aux structures juridiques coopératives. Donc, anciennement, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est la filiale qui s'appelait Soexom. Elle a changé de nom récemment, elle s'appelle maintenant Walter. Il y a donc là des formules spécifiques, des formules de financement spécifiques. Walter a jusqu'à présent 140 entreprises coopératives en portefeuille, ce qui prouve, me semble-t-il, qu'ils sont parvenus à fournir des réponses adaptées pour ce modèle spécifique. Et donc, c'est déjà peut-être aussi un premier type de réponse à une des préoccupations qui était mise en place par différents acteurs, c'est celui de la coopération multipartenaire. Donc, il n'est pas toujours non plus possible de trouver des outils facilement. Eh bien, vous avez donc là une équipe de conseillers qui est vraiment super spécialisée en la matière et qui pourra vous aider à monter vos projets. Le deuxième outil vraiment spécifique à l'économie circulaire, c'est le programme Next, où effectivement on finance les différents modèles d'économie circulaire, mais où on finance aussi des chaînes de valeur complètes. On vient de le faire et on est en train de le faire avec un appel à projet spécifique qui a été lancé par la région et qui porte sur le recyclage du plastique. Donc là, on a vraiment défini une chaîne de valeur et on est en train de concrétiser les investissements en la matière. Et donc, par rapport à l'économie circulaire, effectivement, tout comme la Sowalfin, on finance les 4 axes majeurs de l'économie circulaire, donc la production circulaire, tout ce qui est reverse logistique, les nouveaux modèles tels que l'économie de la fonctionnalité et les symbioses industrielles. On s'adresse plus aux startups, mais aussi aux PME et aux grandes entreprises. Et donc, c'est vrai que par rapport voilà, à ce que Logan expliquait, on a un focus qui est un focus entreprise. On ne peut malheureusement pas faire, par exemple, d'intervention dans les ASBL. Avec une cible qui vise essentiellement les phases, dans un projet, les phases de scale-up, de croissance et d'industrialisation. On ne fait pas d'intervention pour les entreprises en difficulté, ce n'est pas notre métier. Et je vais dire que par rapport au travail que ça représente, allez, en théorie, on pourrait partir d'une intervention à partir de 0 € jusqu'à 10, 15, 20 millions.
mais de manière à ne pas dupliquer avec les propositions faites par la Sowalfin, et puis surtout de manière à pouvoir, entre guillemets, justifier de l'investissement en temps que ça représente pour monter un projet d'économie circulaire. Je dirais que nos interventions commencent dans l'ordre de 50 à 100 000 euros pour une décision au sein de Next. Alors, autre chose aussi, par rapport à la liste des participants que j'ai vus, il est tout à fait possible d'envisager des formules partenariat public-privé, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme spécificité? Déjà, on a un comité d'investissement spécifique qui est spécialisé avec des gens qui ont une bonne vision, une bonne connaissance de l'économie circulaire et qui prend des décisions très rapidement. Donc, on a un conseil d'administration tous les mois, un comité de direction toutes les semaines, et donc ça veut dire que très rapidement, le porteur de projet, une fois qu'on a discuté avec lui et que son dossier est jugé recevable, peut compter sur le programme Next pour l'aider à monter son projet. On sait que l'économie circulaire, c'est risqué, donc on est prêt à prendre un risque important. Et effectivement, comme je l'ai dit, voilà, il y a au sein de la SRIW une expertise en économie circulaire, ce qui veut dire que dans les solutions qu'on propose, on prend en compte les spécificités de ce modèle. On ne fait pas que du financement, on n'apporte pas que des sous. C'est bien, et c'est déjà très bien si on peut donner des sous à un porteur de projet, mais je pense que, comme le disait Logan, et comme le soulignaient les partenaires d'Econocom, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir amener quelque chose en plus. Et donc, nous, on appelle ça de la smart money. Et donc, pour aider et faciliter le montage de projets, on met à disposition l'ensemble du réseau de la SRIW, donc les entreprises que l'on connaît, mais aussi forcément nous sommes très bien insérés dans le paysage institutionnel wallon et on le met très volontiers à disposition. On passe du temps, beaucoup, avec les porteurs de projets pour structurer leurs projets, pour les challenger, voir si tel ou tel aspect ne présente pas tel ou tel risque, ou comment est-ce qu'on pourrait peut-être un peu le limiter, ce risque, comment est-ce qu'on pourrait trouver un partenaire, comment est-ce qu'on pourrait envisager voilà, un modèle de facturation, est-ce que les coûts qui sont présents dans le business plan sont crédibles. Donc voilà, on passe beaucoup de temps à discuter, analyser, pas dans un sens de décision go, no go, mais vraiment pour essayer de parvenir à quelque chose de positif et de concret pour les porteurs. On apporte aussi, via notamment notre service juridique qui est en interne, on apporte une expertise sur les possibilités et les méthodes de conventionnement. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se discutent, et notamment comment est-ce qu'on peut partager le revenu, comment est-ce qu'on peut éventuellement fonctionner ensemble. Et bien donc il y a des consortium agreements qui existent pour ça, mais il y a aussi notamment quand on intervient en capital des pactes d'actionnaires, il y a des conventions de prêt. Et donc, on a développé une série de clauses où même on joue avec le droit des affaires pour proposer des clauses qui permettent justement aux porteurs de projets d'envisager l'avenir sereinement et de trouver des réponses aux questions qu'ils se posent en la matière. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue, il y a déjà toute une série d'outils qui existent, qui sont présents simplement, comme je le disais, dans le droit des affaires. Il suffit, mais ce n'est pas donné à tout le monde, il suffit de les connaître et de les utiliser. C'est notre métier et donc on partage ça avec les porteurs de projets. Enfin, une fois qu'on a financé le projet, on apporte un support à l'opérationnalisation et à la mise en place. Donc on ne laisse pas le porteur de projet tout seul dans la nature, sauf s'il se sent assez fort pour ce faire, mais on a vraiment un rôle de partenariat et d'accompagnement après l'investissement. Alors, sur des modalités très, très pratiques, et par rapport à ce qui a été mis en place et mis en avant dans les questionnements des différents porteurs de projets au sein des différents webinaires, on a beaucoup parlé effectivement du fait qu'il fallait mettre en place des modèles et des business models qui étaient pérennes dans le cadre de l'économie circulaire. Donc, le financement par un haut de bilan est une réponse à cette question. Vous avez, avec les outils publics ou avec même d'autres outils privés, mais qui souhaitent, comme par exemple les fonds d'investissement privés, où j'entendais effectivement Econocom qui donnait l'exemple d'un prêt participatif, d'un prêt convertible, vous avez donc des outils qui existent et qui permettent d'apporter cette pérennisation. On finance, mais ça tout le monde le fait, du fonds de roulement, des investissements immatériels et matériels, du CAPEX, des OPEX, et comme je le disais, on fait vraiment du sur-mesure. On travaille aussi sur un besoin global. Alors,
souvent, les sociétés viennent nous trouver, disant, voilà, j'ai besoin de 100 000 euros, j'ai besoin de 200 000 ou de 500 000 euros pour faire, pas dire pour créer ma société, mais pour voilà, passer à une phase de croissance. Et dans 2 ou 3 ans, je passerai une phase suivante et j'aurai encore besoin de 400 000. Mais je vous demande déjà 100 000. Eh bien, notre réponse consiste à dire, mais non, ne nous contentons pas de voir le début de l'aventure. Travaillons ensemble sur un futur qui va comprendre l'ensemble de vos besoins du temps 0 jusqu'au temps 3 ou 4. Si vous me dites que vous avez besoin de 2 millions sur les 3 années à venir, on va monter le projet sur votre besoin global, on va y définir des grandes phases et on va libérer les fonds en fonction de ces phases et en fonction du fait que des résultats sont atteints. Ça vous permet de sécuriser, ça vous permet d'être sécurisé et nous, ça nous engage quelque part, donc vous n'avez plus besoin par la suite d'aller rechercher un partenaire financier. Autre chose aussi, c'est qu'effectivement, notre cœur de métier, c'est le prêt subordonné. Techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Un prêt subordonné, c'est effectivement du haut de bilan, mais c'est surtout un prêt sans garantie. Ça veut dire que ça donne un effet levier auprès des banques privées et que ça réduit le risque parce que, comme le disait Logan, c'est du quasi-capital. Donc, les banques privées, quand elles voient qu'on octroie des prêts subordonnés, recalculent le montant des fonds propres parce qu'elles considèrent qu'un prêt subordonné entre dans les fonds propres et donc ça permet vraiment de faciliter la vie aux porteurs de projets. Alors bien entendu, il y a différents types de prêts possibles, le prêt subordonné, on peut le décliner selon plein de manières différentes, mais sachez aussi qu'on peut adapter les taux. Logan disait tout à l'heure, voilà, il y a des taux et les franchises. Donc Logan parlait tout à l'heure de franchises de 1 à 2 ans et de taux qui effectivement peuvent être réduits. Nous avons au sein de Next choisi d'avoir vraiment une flexibilité la plus forte possible. Et donc, on adapte les taux, on peut aller vers des taux très, très réduits qui rentrent notamment, par exemple, dans le système des minimis, qui, sachez-le, est possible aussi pour les grandes entreprises et pas uniquement pour les petites entreprises. On peut adapter le taux en fonction des résultats atteints. Et donc, se dire, tiens, au début, l'entreprise ne va pas générer beaucoup de revenus, et bien donc là, on va lui faciliter la vie, on ne va pas demander des taux super importants. Mais par la suite, on va peut-être moduler ça, et donc on partage le risque avec elle. Les franchises, on les adapte vraiment en fonction du rythme du projet. Donc, on regarde un peu votre business plan, les cash flows. Et si vous avez besoin d'une franchise de 3 ans, il y aura une franchise de 3 ans, pour autant que ce soit justifié. Mais donc, voilà, ça, c'est tout à fait possible. Et comme je le disais, on peut faire des phases de libération de fonds selon différents milestones et différents plannings. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour le porteur de projet? Mais tout simplement parce que s'il ne reçoit pas tout l'argent d'un coup, il ne paye pas d'intérêt non plus sur ce qui n'a pas été libéré. Donc, c'est très intéressant pour lui. Voilà, et alors je reviens un peu. Oui, déjà, j'ai dépassé mon temps. Mais je vous interromps juste pour dire qu'il est déjà 22. Comme ça, vous savez. Pour dire, les interventions en capital, on les fait aussi d'une manière claire avec des clauses. Et effectivement, je reviens sur cette complémentarité qui a été mise en place et soulignée plusieurs fois entre les banques privées, les investisseurs privés, les fonds de private equity. Ça, c'est tout à fait possible, on le fait régulièrement. Ça permet aussi de mitiger le risque. Alors, en termes d'exemple, pour savoir si effectivement il y a quand même des choses qui existent en Wallonie, je vais vous en citer 4 très rapidement. ISOEMP, pour lequel on était intervenu quand ils étaient dans leur usine en phase pilote. ISOEMP, c'est une entreprise qui fait des produits de construction à base de chanvre. Et donc, on est intervenu à 2 et même à 3 reprises, au très début pour leur usine pilote. Et puis maintenant, on vient de financer, non seulement par un prêt, mais par du capital aussi, leur passage en phase industrielle. Bewood, qui est une société, une petite entreprise, mais qui fait du bois composite. Alors, vous voyez ici, sur votre droite de l'écran, le produit phare qu'ils ont développé. Ce sont donc des lames à base d'aluminium recyclé. Donc, il y a une lame en aluminium recyclé et une peau en bois composite et, qui vient de sciure wallonne. Et ça permet de donner des produits comme ceux que vous voyez en bas à gauche de l'écran. On a financé à nouveau la phase de croissance et de développement industriel de la société Pure Vert qui fait du lombricompost à partir de déchets tels que le marc de café, le carton, le papier, etc. Et enfin, dernier exemple d'investissement en économie circulaire chez Botalis,
où en fait la technique de production est basée sur une culture en hydroponie dans une tour verticale, donc ce qui est aussi quelque chose qui commence à poindre en matière d'économie circulaire. Voilà, je vous prie de m'excuser pour avoir dépassé le temps et je suis à votre disposition pour toute question. Voilà, merci beaucoup Francine pour cette présentation intéressante de ce que vous faites à la SRIW. Apparemment, il n'y a pas de questions dans le chat. Donc voilà, s'il n'y en a pas, on clôturera le webinaire. Mais c'est vrai qu'on peut laisser peut-être quelques minutes, enfin plutôt 1 minute maximum aux participants s'il y a encore une question brûlante à poser à Francine Logan ou encore Gilles et Hilde. En tout cas, voilà, j'en profite déjà pour remercier les orateurs du jour, donc les 4 orateurs d'aujourd'hui pour leur participation à ce webinaire, et ainsi que vous tous qui étiez présents aujourd'hui. Vous recevrez donc par email un lien vers la page web sur laquelle vous pouvez retrouver les présentations d'aujourd'hui et les 2 rapports mentionnés.